Bonjour à tous. Donc, comme vous savez sûrement, le prix Nobel 2017 de physique a été attribué pour l'observation des ondes gravitationnelles. Donc, ça va être le sujet du séminaire d'aujourd'hui. Donc, notre invité, c'est Fabien Cavalier. Donc, c'est un chercheur au CNRS, au LAL, au laboratoire de l'accélérateur linéaire, sur ce campus. Donc, il va nous expliquer sans doute pourquoi le prix Nobel a été attribué l'année dernière. Merci pour l'invitation. Donc voilà, je vais vous parler de ces 2 dernières années inoubliables dans le milieu des ondes gravitationnelles. Donc pourquoi inoubliables? 11 février 2016, annonce de la première détection directe des ondes gravitationnelles sur Terre. Ça a conduit au prix Nobel le 3 octobre 2017, qui a été donné pour moitié à M. Weiss et un quart à M. Barish et un quart à M. Thorne. Je vous expliquerai pourquoi. Le demi, un quart est juste. Et octobre 2017, juste après le prix Nobel, l'annonce d'une détection multimessager liée à une fusion d'étoiles à neutrons. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça, vous expliquer les ondes gravitationnelles, d'où ça vient, en quoi c'est intéressant de les détecter. Et j'espère que vous serez convaincus de la beauté de cette science. Donc les ondes gravitationnelles, c'est quoi? Tout ce qu'on fait en astronomie utilise les ondes électromagnétiques, donc que ce soit de la lumière visible, de la lumière infrarouge, des ondes de radio, et tout ça, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont émises par des charges électriques en mouvement, ou éventuellement des réactions nucléaires dans le cas le plus énergétique, mais la plupart du temps, les ondes électromagnétiques, c'est vraiment des charges électriques en mouvement. Les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes complètement différentes, d'une autre nature, qui sont liées à la force de gravitation, et donc ce sont des ondes qui sont émises par des masses en mouvement. Donc c'est des phénomènes physiques qui n'ont rien à voir avec l'électromagnétisme, qui n'ont rien à voir avec les charges électriques, et donc qui vont permettre de voir l'univers d'une façon totalement différente. Alors pourquoi on veut détecter les ondes gravitationnelles? Il y a 2 aspects dans ce travail de recherche. Le premier, c'est tester la relativité générale d'Einstein, qui est notre théorie actuelle de la gravitation, dans un nouveau domaine, où le champ de gravitation est très fort, où il est très rapidement variable. Donc là, il y a une idée de test de physique fondamentale pour voir un peu si la relativité générale est la bonne théorie ou si éventuellement on commence à avoir des déviations et à avoir des idées de ce qu'il pourrait y avoir derrière. Donc ça, c'est un aspect de physique fondamentale. Et puis un aspect plus d'astrophysique qui est vraiment d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers. Et avec ça, mesurer directement la masse d'objets astrophysiques, voir directement des trous noirs, accéder au cœur d'événements violents comme l'explosion d'étoiles, donc ce qu'on appelle des supernovas, qui sont figurés ici à gauche, ou des sursauts gamma, comme c'est montré ici, et on reviendra dessus. On peut faire aussi de la cosmologie. Donc la cosmologie, c'est vraiment mesurer l'univers, sa géométrie, pour comprendre s'il a une expansion, comment il évolue. Donc on peut aussi faire de la cosmologie avec les ondes gravitationnelles. Donc voilà tous les buts de science qu'on s'est donné au moment où l'expérience a démarré. Alors, la relativité générale, il y a l'équation de la relativité générale juste après, juste pour que vous la voyiez au moins une fois dans votre vie. Mais sinon, tout est résumé dans cette citation de M. Wheeler. La matière indique à l'espace-temps comment se courber, l'espace-temps indique à la matière comment se déplacer. Donc l'équation d'Einstein, elle le met sous forme mathématique, ces mots-là. Alors la vision que vous avez peut-être déjà pu avoir de l'espace-temps, hein, souvent on représente l'espace-temps comme une sorte de quadrillage sur un matelas ou en tout cas une surface relativement molle, donc qu'on voit ici, là, ce quadrillage. Et quand vous avez un objet massif, vous le posez sur votre matelas, et c'est une vue à 2 dimensions, il faut imaginer ça avec 4 dimensions, mais à 2 dimensions, vous avez votre matelas mou, normalement, même s'il est dur, il est toujours un peu mou, et vous posez un objet massif dessus, donc par exemple le soleil, et ça va déformer le matelas, ça va faire une cuvette, et évidemment, la Terre qui tourne autour du soleil, en fait, elle est assujettie à rester dans cette cuvette, comme si vous prenez une balle de ping-pong, vous la jetez dans un bocal, et ben elle ne sort pas du bocal parce qu'elle est dans le bocal. Donc la Terre, c'est la même chose, elle tourne autour du soleil parce que l'espace-temps est courbé, et la Terre reste dans cette cuvette. La Terre elle-même crée une cuvette
plus petite, parce que la Terre est moins lourde, dans laquelle, évidemment, la Lune aussi est bloquée, etc. Donc, l'objet massif courbe l'espace-temps, et un objet se déplace dans l'espace-temps courbé par les autres objets. Donc ça, c'est vraiment, en quelques mots, la relativité générale d'Einstein. Alors, c'est une prédiction. Donc, les ondes gravitationnelles dans la relativité générale d'Einstein, c'est une prédiction en 2016. Donc là, c'est la belle équation d'Einstein qui relie l'espace à son contenu. C'est une équation assez compliquée qu'on ne sait pas résoudre de manière générale. Mais dans le cas de certaines approximations où on prend un espace-temps qui n'est pas trop perturbé, on peut montrer que il y a des ondes qui peuvent se propager à la surface de l'espace-temps. Donc c'est un peu l'image qu'il y a ici. Vous pouvez imaginer l'espace-temps comme une sorte de lac, à peu près plat, sur lequel il ne se passe pas grand-chose. Et s'il y a un événement violent qui se passe dans l'univers, ici la fusion de deux trous noirs, donc vous avez votre lac, vous jetez un caillou au milieu, et vous avez des ondes qui se propagent à la surface du lac jusqu'au bord, où vous pourrez éventuellement les observer. Mais là, c'est la même chose. Un événement violent va créer une sorte de perturbation de l'espace-temps, des sortes de petites vagues de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière et qui peuvent traverser des millions d'années-lumière sans être absorbées par la matière. Donc, les ondes gravitationnelles, vraiment, vous pouvez voir ça comme des vagues d'un espace plat qui se propage à l'infini. Alors, l'effet du passage d'une onde gravitationnelle, si j'ai une onde gravitationnelle qui arrive du fond de la salle et qui vient taper pile poil sur le tableau ici, et que j'ai un cercle de particules posé, sans interaction, ce cercle va se déformer. Ici, vous voyez que, et là c'est l'animation qui reprend tout ceci, le cercle va être allongé dans une direction et contracté dans l'autre direction. Et vous avez deux polarisations, une appelée plus et l'autre appelée croix. Et ce qui est important pour la détection des ondes gravitationnelles, c'est que la déformation de ce petit cercle, finalement, s'il est de taille L, et là vous voyez le petit écart, l'allongement et le petit rétrécissement ici, la déformation relative, donc delta L divisé par L, va être proportionnelle à l'amplitude des ondes gravitationnelles. Donc finalement, détecter des ondes gravitationnelles, c'est quelque chose d'assez conceptuellement assez facile. Il suffit de mesurer les variations relatives de longueur. Alors, maintenant que j'ai dit ça, on va essayer de voir un peu les ordres de grandeur. C'est quoi ces déformations? Elles sont de quelle taille finalement? Si je prends un objet qui fait 1 mètre, est-ce que ça bouge d'1 millimètre ou beaucoup moins? Alors la première idée qu'on peut avoir, c'est de dire je vais faire un générateur d'ondes gravitationnelles sur Terre, un peu comme M. Hertz avait fait son générateur d'ondes électromagnétiques. Il avait mis un détecteur, il avait généré les ondes et détecté les ondes. Donc on peut dire je vais faire pareil pour les ondes gravitationnelles. Donc je prends un objet massif, donc par exemple une barre d'acier de 500 tonnes, 2 mètres de diamètre, 20 mètres de long, je la fais tourner à 5 tours par seconde. Au-delà de... je peux la faire tourner beaucoup plus vite, après la barre elle part en morceaux. Je mets un détecteur à 1 mètre, et vous voyez qu'on arrive à des amplitudes H qui sont à peu près de l'ordre de 10-34. Donc si j'ai mon détecteur qui fait 1 mètre, une variation de longueur de 0,0000000 34,01. Donc vous voyez que ça ne fait pas beaucoup. Et la puissance qui est émise sous forme d'onde gravitationnelle, c'est 10 puissance moins 29 watts. Donc ça ne fait pas beaucoup de watts qui sont dissipés là-dedans. Alors si vous avez des amis au CEA ou nord-coréens, vous pouvez leur dire prête-moi une bombe H, quelque chose qui envoie du lourd, là, qui est un peu plus péchu que ma barre d'acier. Une bombe un peu asymétrique, bon, je reviendrai là-dessus. Je me mets à 10 km histoire de sauver le détecteur et pas l'utiliser qu'une seule fois. Mais en gros, on arrive à 10-29. C'est un peu mieux, mais 10-29, ça reste encore indétectable. Et donc la puissance qui est émise ici, c'est 10 puissance moins 11 watts. Alors pourquoi, finalement, sur Terre, on n'est pas capable de faire un détecteur d'ondes gravitationnelles? Parce qu'il y a une formule un peu compliqué, un peu barbare, mais bon, c'est juste des ordres de grandeur. En physique, on aime bien les ordres de grandeur. La puissance émise, c'est un terme G, c'est la constante de gravitation, et C, c'est la vitesse de la lumière, qui vaut 3 10 puissance 8. Et bien c'est élevé à la puissance 5. Donc tout ce terme-là, il vaut 10 puissance moins 53. Donc ça fait un truc tout petit devant. Et après, alors là, il y a quelque chose qui est absolument barbare, que personnellement, j'ai jamais réussi à
à concevoir pratiquement, c'est comment le moment quadrupolaire, alors, le moment quadrupolaire, c'est quelque chose qui quantifie le fait qu'un objet est déformé. Un ballon de foot, il n'a pas de moment quadrupolaire. Un ballon de rugby, c'est quelque chose qui est assez déformé, il a un grand moment quadrupolaire. Et donc ça, ici, il y a quelque chose qui quantifie comment vous passez du ballon de foot au ballon de rugby. Est-ce que vous passez vite ou pas? Est-ce que c'est très déformé? Alors cette formule, quand on la voit, moi personnellement, je suis incapable de dire si ça c'est grand, ça vaut 1, ça vaut 10 puissance 1000 ou pas. Et donc il y a monsieur Joe Weber, qui est un des pionniers de la recherche des ondes gravitationnelles, qui en 1974 a dit cette phrase magnifique: G sur C5 est très petit, C5 sur G serait mieux. On ne peut pas lui enlever, je pense qu'il avait raison. Et effectivement, la formule précédente, en faisant apparaître des bons ordres de les ordres de grandeur typiques, donc c'est pas une formule exacte, mais on peut faire apparaître sur ce C5 sur G, et puis apparaissent 3 termes. Epsilon, là, qui quantifie la déformation de mon ballon, là. Donc si c'est un ballon de foot, c'est 0, il n'y a pas d'émission d'ondes gravitationnelles. Si c'est un ballon de rugby, c'est déjà beaucoup mieux, c'est plus proche de 1. Donc ça, il faudra des sources qui sont quand même un peu déformées pour qu'il y ait des émissions d'ondes gravitationnelles. Le second terme, c'est RS sur R, le tout au carré. Alors R, c'est le rayon de la source. Hop, pardon. Et RS, c'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild de la source. C'est la taille qu'aurait un trou noir s'il avait la masse de la source. Donc dans le cas du Soleil, RS, ça vaut 3 km. Le Soleil, c'est plusieurs centaines de milliers de kilomètres de diamètre. Donc typiquement, le Soleil, à cause de ce terme-là, il ne pourra pas émettre d'ondes gravitationnelles. Il faudra des objets qui soient très compacts, qui soient très proches d'un trou noir, qui soient quasiment l'équivalent d'un trou noir. Et le dernier terme, c'est V sur C, où V, c'est la vitesse typique de la source, C, c'est la vitesse de la lumière, et le tout à la puissance 6. Donc, pour qu'on ait émission notable d'ondes gravitationnelles, il faudra des objets dont la vitesse est proche de la vitesse de la lumière. Donc ça vous explique pourquoi sur Terre on n'est pas capable de le faire. Des trucs asymétriques, des ballons de rugby, on sait en faire. Accélérer des particules, moi je viens d'un laboratoire de physique des particules, accélérer des choses à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, on sait le faire aussi. Par contre, faire des trous noirs, on ne sait pas encore le faire. Donc avoir des objets qui sont très compacts, pour lesquels la taille est proche du trou noir équivalent, ça on ne sait pas faire. Donc en pratique, il n'y a que des phénomènes astrophysiques violents qui vont pouvoir nous intéresser et émettre des ondes gravitationnelles. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu les sources qui vont nous intéresser, je suis obligé de faire un petit aparté sur une étoile, comment elle vit et surtout comment elle meurt. Grosso modo, une étoile sur le soleil, comme le Soleil, aujourd'hui, c'est un équilibre harmonieux, on va dire, entre des réactions nucléaires qui ont tendance à faire chauffer le Soleil, et du coup, vous pouvez imaginer à le faire plutôt gonfler, et la gravitation. Le poids veut que tout aille au centre. Et donc, c'est un savant équilibre entre... Enfin, savant. C'est un bon équilibre entre les deux. Si les réactions nucléaires sont trop importantes, ça gonfle, ça devient moins chaud, et donc il y a moins de réactions nucléaires, et la gravitation l'emporte. Si la gravitation l'emporte, ça chauffe plus, il y a plus de réactions nucléaires, et donc ça gonfle. Et donc, il y a l'équilibre entre les deux, et tout ça, finalement, ça marche bien. Pour le Soleil, ça va durer à peu près 10 milliards d'années. Et on arrive, le problème, c'est qu'à un moment donné, la gravitation, elle est toujours là. Par contre, les réactions nucléaires, au bout d'un moment, ça s'arrête. Quand vous commencez à avoir plus que du fer dans le cœur de l'étoile, le fer, c'est l'élément le plus stable au niveau nucléaire, et donc vous ne pouvez pas le brûler. Et donc, il y a 3 possibilités à la fin. Soit le cœur de l'étoile, il a une masse inférieure à 1,44 fois la masse du Soleil. Et à ce moment-là, il y a un nouvel équilibre qui se forme entre la gravitation et les électrons qui sont là au cœur de l'étoile. En gros, c'est des particules qu'on ne peut pas mettre toutes aux mêmes endroits, donc il y a une pression qu'on appelle de dégénérescence qui se crée, que chaque électron dit « Oh, je ne veux pas être trop près de mon voisin », et ça permet de tenir le poids de l'étoile. Et donc, ça permet de faire des étoiles qui font à peu près un équilibre avec un rayon de 1000 km. Si la masse du cœur est entre 1,44 et à peu près 3,2 fois la masse du Soleil, il y a une explosion de l'étoile, ça s'appelle une supernova, les couches extérieures sont expulsées, et le cœur s'effondre, et là, le poids est tellement fort que les électrons qui ne voulaient pas être tous à la même place, eh bien, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de rentrer dans les noyaux.
il rentre dans les noyaux, et en rentrant dans les noyaux, il s'acoquine avec les protons, et ça devient des neutrons. Et vous avez une étoile qui n'est faite que de neutrons. Et pareil, les neutrons ils disent « Oh là, oh, toi, viens pas trop près de moi ». Ça fait une pression de dégénérescence des neutrons qui permettent de tenir le poids de l'étoile. Et ça, vous avez un objet, typiquement, qui fait donc la masse, enfin, 1, 2, 3 fois la masse du Soleil, et qui fait 10 km. Si par contre, la masse est supérieure à 3,2 masses solaires, aujourd'hui, il n'y a aucun phénomène connu qui permet de compenser le poids, et donc il y a effondrement en trou noir. Donc ce qui va nous intéresser, nous, pour les ondes gravitationnelles, ça va être évidemment les trous noirs, pour lesquels le rayon, c'est exactement le rayon de Schwarzschild, et les étoiles à neutrons, qui ne sont pas très loin d'être aussi compactes qu'un trou noir. Alors un trou noir, c'est vraiment, en quelques mots, c'est une idée qui n'est pas liée à la relativité générale. C'est quelque chose que des gens comme Laplace et Mitchell au XVIIIe siècle avaient déjà imaginé. Les gens s'étaient rendus compte, pour une question relativement simple, qu'il y avait des objets dans lesquels la lumière ne pouvait pas s'échapper. Un peu comme vous êtes sur Terre, vous prenez un caillou, quand vous le jetez en l'air, généralement il retombe. Pourquoi? Parce que vous ne le lancez pas assez fort pour qu'il puisse être satellisé. Il y a ce qu'on appelle la vitesse de libération. Sur Terre, c'est 11 km par seconde. Si vous le lancez à 11 km par seconde, alors il est capable de s'échapper de l'attraction gravitationnelle de la Terre. C'est la même chose. Si l'objet est très très gros, ben cette vitesse de libération, elle peut atteindre la vitesse de la lumière. Et donc même la lumière ne pourra pas s'en échapper. Donc ce concept-là est un vieux concept. Ce que ne savaient pas Mitchell et Laplace, c'est qu'en fait la vitesse de la lumière, c'est une vitesse, aujourd'hui, qu'on considère infranchissable. Donc, si la vitesse de libération devient supérieure à la vitesse de la lumière, à ce moment-là, vous êtes coincé. Et il y a ce qu'on appelle l'horizon d'un trou noir. Donc, l'analogie qu'il y a avec une chute d'eau. On va dire, ça, la chute d'eau, c'est le centre du trou noir. Et puis, il y a une courbe ici, finalement. À un moment donné, il y a tellement de courant que votre bateau, quelle que soit la puissance de ses moteurs, si vous avez passé cette courbe-là, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et donc c'est ça qui caractérise l'horizon du trou noir. Une fois que vous êtes passé, vous ne pouvez plus vous en réchapper, même si vous vous promenez à la vitesse de la lumière. Donc les étoiles à neutrons et les trous noirs, c'est vraiment les deux choses qui vont nous intéresser le plus pour les ondes gravitationnelles. Alors maintenant que je vous ai parlé des étoiles à neutrons et des trous noirs, quelques sources potentielles d'ondes gravitationnelles. Donc il y a ce qu'on appelle les coalescences d'étoiles à neutrons. Donc c'est deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre, qui vont perdre de l'énergie, qui vont finir par fusionner. Il y a des explosions d'étoiles, il y a des coalescences de trous noirs, etc. Et pour que vous ayez les ordres de grandeur en tête, si on prend une supernova dans notre galaxie, à peu près, on attend des amplitudes d'ondes gravitationnelles H de l'ordre de 10 puissance moins 21. Donc c'est mieux que mes 10 moins 34 ou 10 moins 29, mais vous voyez que ça reste quand même assez faible. La puissance émise est de l'ordre de 10 puissance 44 watts. Et si on prend deux trous noirs, qu'on les met suffisamment loin pour qu'il y en ait quand même quelques-uns par an, on arrive à des amplitudes typiques aussi de l'ordre de 10 moins 20, 10 moins 21. Donc c'est ça l'ordre de grandeur qu'on va essayer de détecter ensuite, c'est mesurer des variations relatives de longueur avec des précisions de l'ordre de 10 puissance moins 20, 10 puissance moins 21. Alors ce qui était rassurant, je dirais, c'est que dans cette recherche, dans cette longue quête des ondes gravitationnelles, c'est qu'on avait une preuve indirecte de leur existence. En 1974, il y a un pulsar qui a été détecté par M. Hulse et M. Taylor. Et donc c'est un système binaire. On voit une étoile à neutrons et on pense que le deuxième compagnon est aussi une étoile à neutrons. Ils tournent chacun l'un autour de l'autre. Une des étoiles, c'est ce qu'on appelle un pulsar. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons avec un faisceau radio qui tourne comme ça et qui vous illumine un peu comme le phare au bord de la mer. Et donc, l'avantage, c'est que les pulsars sont des objets extrêmement stables. Donc, c'est un peu comme si vous aviez une horloge dans ce système et un faisceau que vous recevez de manière périodique. Et donc, cette horloge dans le système, ça permet de comprendre comment les deux objets tournent l'un autour de l'autre. Et on voit que la période de rotation diminue au cours du temps. Et donc là, vous voyez, de 1975 à 2005,
Il n'y a pas encore le plot mis à jour 2015, on va dire. Et vous voyez ici la décroissance de la période orbitale. Et le trait, c'est la prédiction de la relativité générale. Et les barres d'erreur des points sont de la taille des points. Et donc, cette diminution est un accord parfait avec ce qu'on attend de la relativité générale si le système perd de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles. Donc, M. Hulse et Taylor ont eu le prix Nobel en 1993 pour cette découverte. Et donc, c'était vraiment une preuve forte que la relativité générale marchait bien et que les ondes gravitationnelles existaient. Mais c'est une chose de voir un phénomène que vous expliquez par les ondes gravitationnelles, et c'est une autre de recevoir les ondes gravitationnelles sur Terre et les transformer en signal électrique, évidemment. Alors, comment on va les détecter? Donc, comme je vous ai dit, c'est mesurer des longueurs avec une précision relative de l'ordre de 10 puissance moins 21, 10 puissance moins 22. Donc, grosso modo, ça revient à mesurer la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, à mieux qu'un atome. Ou la distance de l'étoile la plus proche à l'épaisseur d'un cheveu. À l'épaisseur et pas à la longueur, parce que si on prend la longueur, c'est super facile. Donc c'est vraiment l'épaisseur d'un cheveu. Donc voilà le défi qu'on veut réaliser. Et comment on va faire ça? En fait, on va utiliser un vieil instrument de la physique, l'interféromètre de Michelson. Donc là, vous avez la tête de Monsieur Michelson avec sa belle moustache. Et là-haut, c'est la manip de Michelson-Morley dans leur labo à Boston. Et donc, le principe, donc ça c'est une manip qui date de la fin du 19e siècle. Et c'est quoi l'expérience de Michelson? Ça avait servi déjà à faire des mesures de vitesse de la lumière, etc. C'était un des fondements de la relativité générale. On prend une source de lumière. Nous maintenant on prend un laser, mais M. Michelson ne faisait pas ça avec un laser. On prend un laser, on l'envoie sur un miroir semi-réfléchissant. Il y a la moitié qui part par là, l'autre moitié qui part par là. Au bout, on met des miroirs parfaitement réfléchissants, la lumière revient, et sur le miroir réfléchissant, les deux faisceaux vont se recombiner, une partie va aller par là, et l'autre partie va retourner vers le laser. Alors, en pratique, la lumière, c'est une onde. Donc là, vous avez, si je prends un gros zoom, l'onde du faisceau 1, entre chaque crête, il y a, dans notre cas, un micron, l'onde sur le faisceau 2, et si les deux ondes arrivent en même temps, le faisceau total, c'est la somme des deux, et là les pics se somment avec les pics, et on voit là on a ce qu'on appelle une interférence constructive. Le détecteur voit grosso modo la somme des deux faisceaux, et donc là voit de la lumière. Par contre, si je change légèrement la longueur du chemin, par exemple du chemin 2, je prends mon miroir numéro 2, je le bouge un tout petit peu, de quelques centaines de nanomètres. À ce moment-là, les pics du chemin 2 vont faire face au creux du chemin 1, et quand vous allez faire la somme, vous aurez exactement 0. C'est ce qu'on appelle l'interférence destructive ou frange noire. Et donc, finalement, cet état d'interférence, il dépend de la différence de longueur entre les deux chemins. Donc, si je reprends mon interféromètre, là, comme j'avais tout à l'heure, j'ai mon onde qui arrive du fond, j'ai un miroir qui bouge comme ça, l'autre qui bouge comme ça change la longueur des bras, et donc il y a de la lumière qui se met à sortir. Donc un détecteur d'ondes gravitationnelles, c'est super facile dans le principe. On le met sur la frange noire, on attend l'onde gravitationnelle, quand elle passe, elle change la longueur des bras, le détecteur reçoit de la lumière, et en grosso modo, on peut montrer que la quantité de lumière est proportionnelle à l'amplitude H. Alors, là, je n'ai pas amené d'interféromètre, mais si j'en avais amené un, vous auriez vu que c'est un appareil en fait, qui est extrêmement sensible à plein de perturbations. Et c'est évidemment bien ça le problème. Alors ici, vous avez une petite vidéo qui montre le phénomène. Donc, le faisceau laser qui part. Alors, en rouge, c'est l'intensité si je mettais mon œil ou un capteur, et vous voyez l'onde, évidemment, à l'intérieur, qui se réfléchit, qui revient, et les deux faisceaux qui vont se recombiner. Et là, dans le cas présent, les deux faisceaux sont en ce qu'on appelle en opposition de phase. Les pics font face à des creux, et il n'y a pas de lumière. C'est pour ça que le tube... Après... Mais par contre, si les miroirs bougent, les deux ondes se décalent l'une par rapport aux autres, et il y a de la puissance lumineuse qui apparaît.
Donc vraiment, ça, c'est le fonctionnement de l'interféromètre. Alors évidemment, là, les déplacements sont énormes, hein, parce que, je vous ai dit, vous avez un micron entre les creux et les bosses. Nous, on va vouloir mesurer des choses qui sont bien plus faibles que ça. Alors, dans les années 70, Monsieur Reveiss, donc celui qui a eu la moitié du prix Nobel, dans un papier c'est même pas un papier qui a été publié, donc pour son impact factor, pour tous ces classements dans Paris-Saclay et autres, il aurait été rejeté vu qu'il n'a pas fait une vraie publi. C'est juste une note interne du MIT. Il dit, les gars, je pense qu'avec un interféromètre, on peut détecter les ondes gravitationnelles. C'est un bon outil, il fait les premiers calculs, c'est un bon outil. Par contre, il y a une liste longue comme le bras de problèmes technologiques à résoudre. Et quelque part, il écrit un peu la roadmap de la R&D pour les 20 ans à venir. Donc ça, c'est vraiment le premier papier de Reveiss dans les années 70. Les gens commencent à faire de la R&D, il y a les premiers protos qui poussent bien dans les années 80, avec pas mal d'activités aussi en France, autour d'Alain Brié. Et là, les gens arrivent petit à petit à résoudre un peu tous les problèmes technologiques. Et dans les années 90, sont lancés le projet LIGO. Et donc le projet LIGO est lancé par Monsieur Reveiss avec Kip Thorne, qui est un théoricien mais qui apporte le côté autour des sources. Donc ils démarrent tous les deux le projet avec Monsieur Ron Driver qui est malheureusement décédé en 2016. Et on va dire qu'ils sont rejoints en cours de route après par Barry Barish pour que le projet avance vraiment. Et donc c'est pour ça que Kip Thorne et Barry Barish ont eu un quart du prix Nobel. Monsieur Reveiss, on va dire que c'est à la fois le père de LIGO, mais aussi le grand-père de LIGO. Donc c'est pour ça que je dirais qu'à ce titre, c'est normal qu'il ait eu un peu plus que les autres. Et côté franco-italien, il y a Virgo qui démarre. Alors ces projets donc, démarrent dans les années 90. Ça met à peu près une dizaine d'années à être construit, à être mis au point. Et dans les années 2000, il marche correctement, mais malheureusement, il n'y a pas aucune détection. Mais par contre, ce qu'on avait réussi à faire, c'est montrer qu'on était capable de les faire fonctionner comme prévu, qu'on était arrivé à la sensibilité annoncée au départ. Et donc ça permet de convaincre les tutelles de remettre quelques millions dans le jukebox et pour lancer la construction de ce qu'on appelle Advanced LIGO et Advanced Virgo. Et en 2015, on démarre la première prise de données avec Advanced LIGO et avec comme objectif vers 2020 à peu près d'avoir des détecteurs 10 fois plus sensibles. Alors là, en 2015, on a des détecteurs qui sont 3 fois plus sensibles. Vous allez me dire 3 fois plus sensibles, ce qui n'est pas non plus... c'est pas terrible, quoi. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que on est sensible directement à l'amplitude de l'onde. Donc, si si l'émetteur de l'onde est 2 fois plus loin, on va recevoir une onde dont l'amplitude sera 2 fois plus faible, forcément. Mais du coup, quand on est 3 fois plus sensible, le volume d'univers qu'on est capable de voir, c'est 3 au cube. C'est pas qu'on voit 3 fois plus loin, donc le volume, c'est le cube de ça. Donc on voit un volume d'univers qui est 27 fois plus grand. C'est pas le cas en ondes électromagnétiques, où là vous êtes sensible à la puissance, et donc ça décroît comme 1 sur R au carré, la distance au carré, alors que nous ça va que comme 1 sur R. Donc gagner un facteur 3, c'est pas rien, et gagner un facteur 10, ça veut dire qu'on verra un volume d'univers qui sera 1000 fois plus grand à terme. Donc là, il y a une vue assez schématique de ce que c'est aujourd'hui un interféromètre pour détecter les ondes gravitationnelles. On reconnaît grosso modo le Michelson avec la source laser, une séparatrice, des miroirs. C'est juste un peu perfectionné. Les bras, ils font 4 km de long. Donc c'est plus une manip de table. Parce que si vous restez à des objets qui font quelques mètres, vous n'aurez pas la sensibilité. Pour que la lumière parcourt encore plus de longueur dans les bras, au lieu d'avoir des bras tout simples, vous mettez des cavités Fabry-Perot, donc pour que la lumière fasse des allers-retours supplémentaires. Et puis, bon, vous rajoutez quelques miroirs pour optimiser la puissance, etc. Mais ça reste un Michelson. C'est juste un Michelson un peu plus perfectionné. Au niveau technologique, évidemment, donc si je vous avais amené mon petit interféromètre de table, vous auriez vu que je tape du pied, ça fait bouger et finalement ça
brouille les franges d'interférence et ça masquerait le passage des ondes gravitationnelles. Donc il faut s'isoler des vibrations du sol, et pour faire ça on suspend les miroirs à des masses et à des ressorts pour atténuer les vibrations. Il faut mettre tout ça sous vide, parce qu'évidemment si vous faites ça dans l'air, un peu comme l'été quand vous êtes sur la route vers chez moi, vers Nîmes, il fait chaud, et vous avez un effet de mirage parce qu'il fait chaud, la température de l'air n'est pas uniforme et ça déforme le passage des rayons lumineux. C'est moins fréquent en Orsay, mais quand vous descendez dans le sud, ça se voit. Mais ça reste vrai. Et en tout cas, au niveau de sensibilité où on est, la moindre fluctuation de pression de l'air fait que le faisceau il est dévié. En tout cas, quand à la fin on essaie de mesurer des choses à 10-21 près, ça peut masquer le passage de l'onde gravitationnelle. Donc il faut mettre tout ça sous vide. Il faut avoir des miroirs. Donc là, ici, vous voyez une photo d'un miroir dont la qualité est vraiment à la limite des techniques actuelles. On fait à la fin le traitement des surfaces, c'est vraiment du dépôt presque atome par atome pour que la courbure des miroirs soit exactement ce qu'on veut. Voilà, l'interféromètre, évidemment, même s'il est suspendu, il bouge quand même un peu. Il faut contrôler la position relative des miroirs à mieux qu'un millionième de micron. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on sait faire. C'est pas facile à faire, mais voilà. Tout ça, maintenant, on sait le faire. Il y a 15 ans, quand j'ai donné mes premiers séminaires sur Virgo, je faisais un séminaire entier que sur le défi technologique. Maintenant, c'est une planche. Mais je peux vous dire que c'est des milliers de personnes qui ont travaillé pendant des dizaines d'années pour résoudre tous ces problèmes technologiques. Alors aujourd'hui, dans le monde, il y a 3 interféromètres en fonctionnement, qui sont Virgo, donc à Kachina, à côté de Pise. La tour de Pise est juste un peu par là. Vous avez LIGO Livingstone, qui est à côté de Bâton Rouge, en Louisiane, et LIGO Hanford, qui est dans l'État de Washington, là-haut, à la frontière canadienne. Donc c'est les 3 qui fonctionnent aujourd'hui et qui sont aptes à détecter les ondes gravitationnelles. Il y a un projet japonais, Kagra, qui est en cours de construction, qui sera bientôt, d'ici 2 ans, opérationnel. Et il y a un projet d'installer un des interféromètres LIGO. Enfin, ils en ont un 3e en caisse, et le 3e en caisse, il sera sûrement installé en Inde. Alors, ces instruments, donc, comme je dis, se sont améliorés au cours du temps. Leur sensibilité s'est améliorée au cours du temps. Ici, vous avez, grosso modo, en fonction de la fréquence de l'onde gravitationnelle, quelle amplitude vous allez pouvoir détecter. Donc en 2010, on était là. Septembre 2015, c'était la courbe rouge, donc le facteur 3 dans la région la plus sensible d'amélioration. Et on espère atteindre prochainement, enfin d'ici 2-3 ans, la courbe bleue. En août 2017, alors là, Virgo, le franco-italien, était un peu en retard sur les Américains, parce qu'on est parti plus tard aussi. Mais on avait une sensibilité tout à fait intéressante. Vous voyez qu'on arrive dans la région des 10-22, 10-23. Et là, vous avez les 3 interféromètres, la sensibilité de chacun. Donc le bleu, c'est Livingstone, c'est le plus sensible. Le rouge, c'est Hanford. Et Virgo. Grosso modo, ils sont dans un facteur 1, 2, 4, à peu près en sensibilité. Si celui-là, c'est le plus sensible, le rouge est 2 fois moins sensible et le violet est 4 fois moins sensible. Alors pour Virgo, ça a été une vraie course contre la montre, parce que donc on était en retard. Donc la première prise de données, qui s'appelle O1, a eu lieu du 12 septembre 2015 au 19 janvier 2016. Le détecteur n'y a pas participé. Par contre, on a participé à l'analyse de données, parce qu'on met toutes nos données en commun avec nos collègues américains. Et les Américains ont démarré leur run O2 en novembre 2016. Et ils avaient prévu de s'arrêter grosso modo fin juin. Et nous, on a rencontré pas mal de problèmes techniques. Et on avait prévu de rejoindre cette prise de données. Je vous expliquerai pourquoi c'était important d'avoir 3 détecteurs. Mais on avait dit, ça vaut le coup que si, donc on a un nombre qui est à quelle distance on peut détecter 2 étoiles à neutrons. Il fallait qu'on arrive au moins à 20 pour que ça vaille le coup. Alors évidemment, ça a traîné, c'était difficile, etc. Les Américains ont dit, bon, ok, nous on peut prolonger jusqu'au mois d'août, mais on ne peut pas aller plus loin que le mois d'août, plus loin que le 25 août, parce qu'après on a de grosses interventions à faire. Il y a des entreprises qui viennent sur le site, et si on n'arrête pas le détecteur, on va commencer à payer des pénalités. Et donc vous voyez la sensibilité de Virgo, donc avec ce nombre un peu qui résume toute la courbe,
Ça a commencé à plafonner là, au mois de, vous voyez là, ça c'était le mois de mai, enfin début mai, on avait des vrais progrès. Et puis là, tout le mois de juin, on avançait, mais vraiment pas très vite. Et on se dit jamais on arrivera au 1er août à atteindre la valeur demandée de 20. Et puis voilà, après, voilà, on a trouvé certaines solutions à certains problèmes, ça s'est tout débloqué. Et donc 15 jours avant le 1er août, on passe enfin le cap fatidique et on peut dire, ok, au 1er août, on va pouvoir travailler avec vous. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose, ça a vraiment été une course contre la montre. Alors, là, j'ai essayé de vous montrer un peu les ondes gravitationnelles, les détecteurs, comment ils marchent, et puis comment on arrive à cette période un peu bénie où on commence à voir des événements. Le premier événement qu'on a vu, c'était le 14 septembre 2015. Et donc c'est cet événement qui a été ensuite annoncé en février 2016. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À 9h50 et 45 secondes heure GMT, il y a une onde gravitationnelle qui est passée à Livingston. Et comme elle se propage à la vitesse de la lumière, en tout cas d'après la relativité générale, 7 millisecondes plus tard, elle est passée à Hanford. Alors évidemment, on a des algorithmes qui scrutent en permanence les données pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un détecteur comme LIGO ou Virgo, il marche quasiment 24 heures sur 24, et en permanence, il n'y a que du bruit. Donc c'est un peu comme si vous aviez votre radio, à l'ancienne, là, avec votre petit bouton, là, vous l'avez réglé, mais sur un endroit où il n'y a pas d'émetteur. Donc vous entendez, si vous preniez la sortie de Virgo et vous la branchez sur un ampli, vous entendrez quelque chose du type tout le temps. Et à un moment donné, il y aura un petit bip, c'est l'onde gravitationnelle. Et donc vous allez voir le signal qu'on a détecté, il dure, le premier, il dure, je ne veux pas dire de bêtises, mais il dure à peu près 100 millisecondes. Et donc vous cherchez dans des jours et des jours de données les 100 millisecondes où il y a eu le bip. Alors évidemment, on fait ça en ligne aussi avec des algorithmes assez robustes. Et donc 4 minutes après, l'algorithme dit là, on a quelque chose qui est assez exceptionnel qu'on n'a jamais vu. Enfin, vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors il y a un premier courriel qui est envoyé 1 heure après. La première réaction qu'on a eue, quand on a vu ça, c'est de dire ok. On est capable de pousser les miroirs de manière contrôlée, donc on est capable de mimer le passage d'une onde gravitationnelle. On s'est dit, ok, c'est les gars qui font ça, ils ont oublié, en gros quand ils font ça, en gros ils mettent un petit drapeau quelque part pour dire, oh, on a fait bouger les miroirs, vous excitez pas si vous voyez quelque chose, c'est normal. Ça permet aussi de voir que les analyses sont capables de voir des choses. Et à 11h10, parce que 11h10, là c'est grosso modo quasiment les heures de Paris, donc ils ont réveillé les gens aux États-Unis pour savoir s'ils n'avaient pas fait de conneries la veille, et les gens disent non mais promis, on n'a pas injecté de signal artificiel, il y a une confirmation vraiment officielle qui arrive à la fin de la journée. À 11h20, comme c'est un signal assez particulier, on sait déjà que c'est 2 trous noirs, c'est la fusion de ce qu'on a vu, c'est la fusion de 2 trous noirs. Et à 11h45, on sait déjà que le détecteur, il marchait bien. Donc, autant vous dire qu'au CESFO, ce jour-là, c'était la fête. Bon, à part que il y a plein de collègues physiciens tout autour au CESFO, donc vous ne pouvez pas trop parler, mais on était quand même assez excités. Parce que finalement, au bout de 2 heures, on savait qu'on tenait quelque chose d'extraordinaire qu'on n'avait jamais eu jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Ici, vous avez le signal dans l'interféromètre de Hanford. Donc finalement, ça c'est le bruit dont je vous ai parlé au début, là, tout le temps. Et là, vous voyez, vous commencez à voir des arches qui se forment, dont la fréquence augmente au cours du temps et l'amplitude augmente au cours du temps. On voit la même chose dans l'autre détecteur. Et là, ça a été décalé de 7 millisecondes, mais vous voyez que ça se superpose assez bien, au bruit près. Là, ça vous donne l'idée de l'amplitude naturelle de fluctuation. Et donc, les deux choses collent assez bien. Et il y a une courbe ici en très fin par-dessus. Et ça, c'est le signal théorique qu'on attend pour 2 trous noirs d'une certaine masse. Donc, quelque part, c'est une triple coïncidence. C'est la coïncidence
entre deux détecteurs qui voient la même chose, et en plus ça colle avec un signal théorique attendu. Donc on était, je dirais, relativement confiants sur ce qu'on a vu. Là, c'est une autre vue du signal, c'est ce qu'on appelle une représentation de temps-fréquence. Donc c'est au cours du temps, la fréquence du signal, et la couleur, ça vous donne la force du signal. Et donc vous avez quelque chose, donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la fréquence augmente au cours du temps, et l'amplitude augmente au cours du temps. Et ça, c'est une signature qui est très particulière. On ne connaît pas grand-chose dans la nature. Si vous prenez un avion, vous prenez un train qui passe, des choses comme ça, on en voit plein, mais ça n'a pas du tout cette tête-là. Donc, vraiment, c'est une signature très particulière qui nous rassure sur le fait qu'on a vu quelque chose. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que... Donc, en détail, qu'est-ce qu'on a vu? Donc là, c'est le signal vraiment théorique. 2 trous noirs qui font à peu près une trentaine de masses solaires, qui tournent l'un autour de l'autre. Ils perdent de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles. Ils se rapprochent jusqu'à la fusion en un seul trou noir de à peu près 62 masses solaires. Et il y a 3 masses solaires qui sont émises sous forme d'ondes gravitationnelles. Ici, vous avez la distance entre les 2 trous noirs. Ils finissent par se toucher, mais ils sont déjà très proches au départ. Et ici, la vitesse relative des deux trous noirs exprimée en vitesse de la lumière. Donc vous voyez que vous avez à la fin des objets qui tournent l'un autour de l'autre avec des vitesses qui sont à peu près la moitié de la vitesse de la lumière. Donc par rapport à ma vieille formule là, de Joe Weber avec mon 10 puissance 53, on a un système qui est asymétrique. Hein. On a des objets très compacts, c'est des trous noirs, et on a des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière. Donc là, on émet beaucoup d'ondes gravitationnelles. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait entre le 14 septembre 2015 et le 11 février? Là, vous avez passé 6 mois, alors qu'au bout de 2 heures, vous étiez à peu près convaincu. C'est une chose d'être convaincu à 90%, puis c'est une autre d'être convaincu vraiment à 99,999%. Donc, par exemple, on a regardé tous les canaux auxiliaires, on enregistre la pression, la température, le bruit électromagnétique, etc. On a vérifié que, en gros, dans LIGO Virgo, il y a à peu près 300 000 canaux, enfin, capteurs qui surveillent tout ce qui se passe. On a vérifié dans tout ça qu'il n'y avait rien de bizarre qui s'était passé au moment de l'événement. On a essayé aussi, on a pris nos données et on les a utilisées, on a décalé les données des 2 interféromètres pour faire comme si on avait fonctionné pendant plus de 200 000 ans. Et ça permet d'estimer la probabilité que ça soit juste un accident par hasard ou que ça soit vraiment de la physique. Et la probabilité que ça soit juste un accident par hasard, c'est 1 sur 5 millions. Alors ça, c'est le seuil qu'on se donne en physique. Alors évidemment, ce n'est pas le seuil qu'on se donne dans toutes les disciplines. Certains sont plus exigeants que d'autres. On va dire qu'en physique, on est probablement parmi les plus exigeants. On se donne un seuil de probabilité de faux signal. Il faut que ça soit inférieur à 1 sur 5 millions pour dire, là, on a vraiment vu quelque chose. Donc, 1 sur 5 millions, ça représente quoi, à peu près? C'est si vous prenez une pièce de monnaie et vous choisissez pile. Vous jetez, ça tombe sur pile, vous avez une chance sur 2. Vous dire, bah, ok, je vais continuer, je garde toujours pile, et je jette. Que ça fasse pile, puis pile, ça fait une chance sur 4. Mais là, pour arriver à une chance sur 5 millions, vous avez lancé votre pièce 23 fois d'affilée, et elle est toujours tombée côté pile. C'est possible. La nature ne l'exclut pas. Vous avez une chance sur 5 millions que ça arrive, donc vous pouvez... Bon, il y a des gens qui gagnent au loto, hein, donc voilà, c'est possible. Mais quand votre pièce tombe 23 fois du même côté, vous dites, c'est plus du hasard, ma pièce, elle doit avoir quelque chose de particulier. Donc là, voilà, en gros, c'est ça. Là, les seuils qu'on se donne, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est tellement improbable que ça arrive que la vraie raison, c'est qu'il y a un vrai signal d'onde gravitationnelle et que c'est pas juste lié au hasard. Alors là, donc là, c'est pas une vidéo, c'est une vraie animation scientifique sérieuse faite par des groupes de théoriciens donc, qui ont vraiment résolu les équations de la relativité générale dans le cas de 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Donc c'est pas pour faire joli, c'est vraiment la résolution des vraies équations. Alors si j'arrive, voilà, à lancer ça, hop,
Voilà. Donc on a nos deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Le bleu, le vert, tout ça, c'est un peu là, c'est l'édredon dont je parlais au début, avec finalement le poids qui fait les trous, qui fait le trou à l'intérieur, les flèches, les couleurs. Je rentre pas dans les détails. Mais donc là, il faut bien comprendre que vous avez deux objets qui font à peu près la taille de l'Essonne, 100 km, qui tournent l'un autour de l'autre à la moitié de la vitesse de la lumière. Donc le film est un peu ralenti, évidemment, par rapport à la réalité. Donc ça tourne l'un autour de l'autre, ça émet des ondes gravitationnelles, là c'est marqué ici. Les deux objets se rapprochent de plus en plus, ils tournent de plus en plus vite, l'amplitude augmente, la fréquence augmente. C'est encore ralenti sur la fin. L'espace-temps est extrêmement déformé. Les deux trous noirs se rapprochent et n'en forment plus qu'un seul. Donc c'est un trou noir qui est très déformé et qui va revenir un trou noir rond en émettant des ondes gravitationnelles. Et là, on va quitter un peu les trous noirs, on va remonter au-dessus du plan. Et là, en rose, ce que vous avez, ce sont les ondes gravitationnelles qui ont été émises et qui vont arriver jusqu'à nous. Donc là, c'est une vraie simulation de ce qui s'est réellement passé. Alors, depuis... Donc on a eu ce premier événement là. Alors GW, ça veut dire Gravitational Wave, et son petit nom 15 parce que c'était en 2015, 09 parce que c'était en septembre et 14 parce que c'était le 14 septembre. Lors de la première prise de données, on a eu un deuxième événement le lendemain de Noël. Mais bon, pour quelque chose qui est parti il y a 1,4 milliard d'années, tombé juste le lendemain de Noël, c'était un beau cadeau. On a accepté le retard. Et ça, c'était un événement, donc il s'appelle LVT, c'est LIGO Virgo Trigger. Il n'a pas droit à GW parce qu'il ne passait pas ce cap de probabilité de 1 sur 5 millions. Donc c'est un truc qui ressemble beaucoup à ce qu'on cherche, mais pas assez pour affirmer mordicus que c'est un vrai événement. Depuis, pendant le run O2, on a eu 3 autres coalescences de trous noirs, donc à des distances plus ou moins variées, 3 milliards, 1 milliard. Bon, c'est toujours de l'ordre du milliard d'années-lumière. Et vous voyez qu'ils sont plus ou moins longs, ça dépend des masses des trous noirs. Mais on a vu une collection comme ça de coalescences de 2 trous noirs. Donc on en avait 5 dans notre besace. Et on a eu de la chance parce que finalement Virgo, on l'a allumé le 17-08-01 et le 17-08-14, on avait notre premier événement. Ce qui est pas mal, 13 jours, après 13 jours de fonctionnement, on voyait déjà un premier événement. Vous voyez qu'en pratique, LIGO, pour le run O2, il y en a eu un en janvier, un en juin, et donc un au mois d'août. Mais celui-là, c'était le premier qu'on voyait avec 3 interféromètres. Et puis, donc tout ça, c'est des trous noirs, c'est toujours un peu la même chose, on commence à se lasser. On est rapidement blasé, en fait. Mais on a eu un autre événement, GW 17-08-17. Alors lui, qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, c'est, grosso modo, vous allez voir que c'est un signal à peu près semblable, c'est-à-dire une petite oscillation comme ça, dont la fréquence et l'amplitude augmentent au cours du temps. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il est un peu plus faible. Par contre, il dure beaucoup plus longtemps. Il dure, je vais accélérer parce que je ne vais pas vous passer tout le film, parce que ça dure près de 45 secondes, ou presque 50, avec exactement la même tête, à la fin, une amplitude qui va augmenter au cours du temps. Et ça, c'est la fin de l'événement. Mais non, on a vu un truc qui dure plus de 50 secondes, et ça signe des objets beaucoup plus légers que les trous noirs. Ça veut dire qu'on a vu autre chose. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu la coalescence de 2 étoiles à neutrons. Donc c'est le même phénomène, c'est 2 choses qui tournent l'une autour de l'autre, mais là ce sont avec des étoiles à neutrons qui sont beaucoup plus légères et qui finissent par fusionner. Alors ce qui a été relativement exceptionnel, c'est que l'avantage d'avoir 3 détecteurs, vous pouvez donner la position dans le ciel de la source. Parce qu'un détecteur d'ondes gravitationnelles, c'est pas un télescope que vous pointez. Vous avez vu rapidement les photos. C'est un gros tube à vide de 3 km dans une direction, 3 km dans l'autre. C'est pas un truc que vous bougez facilement. Donc évidemment, vous recevez les ondes gravitationnelles, qu'elles viennent de droite, de gauche, d'en haut, en bas, de derrière, et vous pouvez pas donner la direction. Si vous avez 3 interféromètres, la différence des temps d'arrivée vous permet de remonter à la position dans le ciel.
Un peu comme vous entendez un son, votre oreille droite et votre oreille gauche, ça n'arrive pas exactement au même moment et ça vous permet de localiser la source. Mais là, d'avoir 3 détecteurs, ça permet de localiser la source. Là, vous avez grosso modo, pour le premier événement qu'on a vu, il n'y avait que les LIGO. Ben, grosso modo, ça vous donne une banane dans le ciel qui fait à peu près 3000 fois la taille de la Lune. Donc dire à un astronome, prends ton télescope et surveille le ciel dans une surface qui est 3000 fois la Lune, c'est un peu compliqué. Par contre, quand vous rajoutez un 3e détecteur, ben, cette banane, elle se réduit à vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'était le premier qu'on a vu, c'était des trous noirs, et le deuxième avec les binaires d'étoiles à neutrons. Donc vous avez une toute petite région du ciel qui est définie. Et là, et en plus, on est capable de donner la distance des événements. Et dans la boîte d'erreurs, d'erreurs à 3 dimensions, il y avait à peu près 40 galaxies. Donc là, vous pouvez dire aux astronomes, regardez dans ces 40 galaxies s'il y a quelque chose. Et effectivement, ils ont trouvé ici, donc ça c'est un point qui est apparu ici, qui n'était pas sur les photos précédentes. Et en plus, au même moment, un satellite qui s'appelle Fermi, qui surveille le ciel, les sources en rayons gamma, a vu aussi quelque chose et dit « Moi, j'ai vu quelque chose dans cette région-là qui correspond exactement avec la région que nous, on a vue. » Et puis les gens, après, ont pointé leur télescope ici et ont trouvé des contreparties optiques. Donc, ça, on va revoir un peu notre signal gravitationnel. Donc il y a le signal gravitationnel donc, qui vient de LIGO Virgo, et puis le signal qui vient du satellite Fermi. Hop, si j'y arrive. C'est une représentation de temps-fréquence, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit le signal qui apparaît clairement ici. Et 2 secondes après, dans le détecteur de Fermi, il y a un pic ici qui correspond à l'émission de rayons gamma. Donc c'est la première fois qu'on voyait en plus, non seulement voir rien que ça, c'était formidable, mais en plus on le voit en coïncidence avec des rayons gamma. À partir de ce moment-là, il y a eu vraiment une mobilisation sans précédent. Nous, on avait des accords avec à peu près 70 télescopes de par le monde, mais la nouvelle s'est quand même relativement vite propagée, et tous les télescopes qui étaient capables d'observer la source, donc c'est essentiellement des télescopes plutôt dans l'hémisphère sud, tous les télescopes de plus de 2 mètres de diamètre ont pointé en direction de la source pour voir quelque chose, pour faire des spectres, etc. Donc il y a des gens 10 heures après, qui ont vu l'apparition de la source dans cette galaxie. Ça a été vu aussi en rayon X, ça a été vu en radio, plein de spectres en effet. Donc il y a eu vraiment une campagne sans précédent de mesures autour de cet événement pour comprendre au mieux ce qu'il était. Donc ici, là par contre c'est une animation, ce n'est pas une simulation comme on a vu précédemment qui était quelque chose de rigoureusement correct. Là, c'est plus une vue d'artiste. Donc, si j'arrive à le... Non, je suis passé à côté. Donc, vous avez 2 étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre, qui tournent de plus en plus vite, qui se rapprochent, qui vont fusionner. Et lors de la fusion, il y a un jet, je vais après redémarrer, il y a un jet qui est émis, c'est ce jet qui émet des photons gamma qui ont été détectés par le télescope Fermi. Je vais le faire là parce que sinon... Donc ce jet se développe dans l'espace, et au cœur du jet, il y a ce qu'on appelle une kilonova, donc une grosse coquille de matière. Le jet continue et vient taper l'espace, le gaz interstellaire, et vient émettre des rayons X. Donc tout ce qu'on a vu, c'est vraiment la fusion en ondes gravitationnelles, le jet émis et qu'on voit en rayon gamma, puis ce jet, on le voit se développer, on le voit taper le milieu interstellaire, et on arrive à voir le cœur avec la formation de ce qu'on appelle une kilonova. Donc c'est la première fois qu'on voyait ce type d'événement aussi précisément, avec plusieurs messagers qui donnent chacun des informations différentes. Donc la coalescence des 2 étoiles à neutrons en ondes gravitationnelles, le sursaut gamma vu par les satellites, donc ils voient quelques secondes après, puis après il y a des émissions dans toute longueur d'onde pendant plusieurs jours, et on voit ce qu'on appelle donc une kilonova, donc c'est cette coquille de matière nucléaire qui est clairement observée pour la première fois,
qui se forme très vite après la coalescence et qui contient la signature de plein d'éléments lourds. A priori, les gens pensent que c'est là où on forme la plupart des éléments lourds qui sont plus lourds que le fer. Et on voit un changement de température qui veut dire qu'on a bien une bulle qui gonfle, qui en gonflant se refroidit. Donc c'était vraiment voilà, quelque chose d'assez exceptionnel qui a vraiment mobilisé énormément de gens. Donc qu'est-ce qui nous attend maintenant dans le futur? Ben, finalement, on a été quand même assez chanceux parce qu'il y a eu ce run O1 où on a détecté des trous noirs pour la première fois, la première détection des zones gravitationnelles. Ce run O2 où on a vu pour la première fois des coalescences d'étoiles à neutrons. Ça, c'est les distances typiques où on espère détecter des étoiles à neutrons. Donc vous voyez que les détecteurs vont aller en s'améliorant. Virgo, c'était plutôt 27. Là, on pense qu'à la fin de l'année, on sera plutôt autour de 70. LIGO va passer de 80 à peu près 150, avec comme objectif ces sensibilités-là et d'avoir dans les années 2020-2021 4 détecteurs, donc les deux LIGO, Virgo et Cagra, qui vont fonctionner simultanément. Alors, quelque chose que je tiens à préciser, donc ça c'est une planche que j'ai montrée la première fois, que je montrais en conclusion de mes séminaires il y a longtemps, donc ça c'est une diapo qui date de 2004, donc avec des citations de M. Kip Thorne, celui qui a eu un quart du prix Nobel, et vous voyez que voilà, il avait lancé le projet dans les années 70, The Future of Gravitational Astronomy Looks Bright. On ne peut pas dire qu'il a été toujours heureux dans sa vision du futur. Il pensait qu'on verrait les ondes gravitationnelles beaucoup plus tôt que ça. En gros, tous les 10 ans, il disait on va y arriver, c'est pas loin. Mais c'est aussi grâce à des gens comme ça, parce que des gens, depuis les années 70, y ont cru, se sont accrochés, ont réussi à convaincre des collègues à travailler, les instances à financer. C'est parce qu'il y a eu des gens comme ça qu'on est allé au bout. C'est vraiment un effort qui a pris quelqu'un comme Kip Thorne ou comme Ray Weiss, des gens qui travaillent dans le domaine depuis les années 70, qui ont passé 40 ans de leur vie scientifique. Monsieur Ray Weiss, il a 85 ans maintenant, à peu près, mais voilà, ils ont passé une grande partie de leur carrière scientifique à défendre et à pousser ce domaine pour qu'il aboutisse. Alors, si je reprends mon programme scientifique que je vous ai montré au début, pourquoi on veut détecter les ondes gravitationnelles? Tester la relativité générale dans un nouveau domaine, ça c'est en cours. On a fait beaucoup de mesures déjà, en particulier sur la vitesse des ondes gravitationnelles. Il y a beaucoup de théories un peu exotiques qui ont disparu du paysage à cause de toutes les mesures qu'on a faites. Donc ça, ce travail-là, il a commencé, il va continuer évidemment sur les tests de la relativité générale, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers, voilà, pareil, c'est en cours, hein, ça a bien démarré. On a mesuré la masse de trous noirs, la masse d'étoiles à neutrons, on a vu directement des trous noirs, on a vu des événements violents, des sursauts gamma. Il reste l'explosion d'étoiles type supernova qu'on n'a pas encore détecté. Tout ce qui est inconnu, qui reste à faire, évidemment. On a fait aussi de la cosmologie, on a commencé à mesurer la constante de Hubble, des choses comme ça, donc on mesure aussi la géométrie, donc ça aussi c'est en cours, tout ça, tout le programme scientifique qu'on espérait faire, je dirais qu'il il commence vraiment à être couvert et en tout cas à avoir une vraie activité avec des résultats scientifiques je dirais pertinents. Donc vraiment 4 siècles après l'invention de la lunette par Galilée, on a un nouvel outil qui permet de voir l'univers avec une nouvelle sonde et donc on ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers. Je vous remercie.